téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors nous allons continuer dans la mystique de l'alimentation. Depuis quelques éditions, nous vous entretenons bien sûr nous aussi sur ce sujet. Et comme d'habitude, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner l'angle que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat, bonsoir à vous qui avez choisi Canal 2 pour nous accompagner ce soir. Alors nous allons parler des liens, les liens qu'il y a entre l'alimentation et la vie pour chuter dans des différents systèmes qui existent par rapport au tempérament et vis-à-vis de l'alimentation. Là, ça sera un pan qui serait un peu ce qu'on avait promis dernièrement. Malheureusement, on ne va pas y aller à fond parce que ça demande beaucoup du temps. Donc, on va aborder ça ce soir pour que la promesse soit tenue. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, c'est avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez également la réflexion et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. N'oubliez surtout pas, nous ne prenons pas les appels en direct, c'est uniquement les messages. Donc, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première chronique de ce soir. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 10e partie. Les liens entre l'alimentation et la vie. La préoccupation de l'initié est de rechercher la vie en toute chose ou en tout ce qui existe. C'est pour cela qu'il est important de revenir sur la relation entre la vie et l'aliment et celle des cellules de notre organisme. C'est en étudiant cette relation que nous allons facilement dégager le côté spirituel de chaque aliment. Il s'agit d'un vaste champ d'investigation complexe parce que le problème est de chercher à connaître la vraie signification de la vie. Malheureusement, il faut passer par la matière afin d'arriver à l'abstrait au subtil. Il est donc difficile de dire ce que c'est que la vie. C'est chacun qui la définit selon son niveau d'étude ou selon sa compréhension. Si l'on est peu réfléchi, tout va se passer superficiellement. On dira de l'essence des choses que la vie est un mode d'existence caractérisé par deux fonctions essentielles, la nutrition et la reproduction, avec un auto-accomplissement favorisé par d'autres facteurs jouant les fonctions secondaires. Il s'agit d'une option que poussent les chercheurs du milieu intellectuel, malgré que bien d'aspects y afférents restent à décrypter. Sinon, qu'à mesure qu'on examine ce qui se passe autour de nous, une telle définition semblait être proche de la réalité. Parce qu'en biologie générale, on reconnaît la vie dans les êtres dits vivants par rapprochement aux autres êtres. Pas question d'entrer dans les méandres de ce qu'est la vie, mais pour faire simple, disons que la notion de la vie suppose la réunion chez un individu, les organes d'une part et d'autre part, ce qu'on appelle communément les appareils au moyen desquels s'accomplissent les actes relatifs à ces diverses fonctions qui servent de base à toute vie. À cela, nous notons les fonctions minérales souvent mal perçues, puis les fonctions végétales bien perçues dans le vivant des végétaux, dont l'essentiel serait la mobilité et la sensibilité. Les deux aspects se mettent régulièrement en communication. La juxtaposition dans les fonctions végétatives et celles de la vie animale va jusqu'à s'échoir à l'homme, résumant la vie comme étant la résultante d'une force spéciale, occultement organisée, intégrant la matière. Lente ou active, cette force nous plonge dans la thèse que d'aucuns disent la vie est une fonction accidentelle de la matière. Métaphysiquement, le corps de l'homme est matériel et fait d'un principe spirituel lié à la pensée. Les préoccupations immédiates de la pensée sont la volonté, la conscience, etc.
Il est plus ou moins probable que c'est dans la pensée que se cache l'origine de la vie. Il serait donc logique de rechercher ses origines dans le principe qui régit l'âme, c'est-à-dire ni plus ni moins celle qui rattache la vitalité à la matière. En revenant dans notre étude sur l'alimentation spirituelle, celle qui porte la vie, le phénomène spirituel est clair et ressort de son côté mystique. La nécessité de décrypter les informations que cachent les particules vivantes, tant de l'air, de l'eau que des nutriments, ce que le corps retire des aliments que nous mangeons. Il nous revient d'en dégager les liens interconnexions entre le système alimentaire et les divers systèmes qui constituent notre organisme. Le système nerveux, le système hormonal ou glandulaire et le système humoral. Le professeur, pardon, vous parliez ce soir des liens entre l'alimentation et la vie. Jusqu'ici, nous avions parlé, ou alors nous sommes entretenus beaucoup plus sur un lien, si je peux le dire ainsi, l'apport des nutriments en dehors de l'aliment positif et neutre dans la vie. Mais dans quel autre lien, parce que vous avez mis lien au pluriel, donc quel autre lien aurait l'alimentation? Alors, l'alimentation, disons, nous ne saurons aborder tous les liens au point à être satisfait d'avoir tout dit. Parce que il y aura toujours du non-dit du fait que les études qui concernent l'alimentation sont telles qu'on découvre beaucoup de choses qu'on a à dire. C'est pour cette raison qu'on parlait des liens dans cette autre édition, parce que on a semblé banaliser un certain nombre de choses. Par exemple, nous n'avons pas mis en place le fait de comprendre qu'il y a un système alimentaire de manière claire. Par contre, nous avons expliqué le mécanisme de l'alimentation dans les différentes cultures, que ce soit sur le plan de ce que serait de l'alimentation de l'homme, qui cherche à aller dans le sens spirituel, c'est-à-dire qui a besoin de s'alimenter pour son évolution spirituelle, et la personne qui s'alimente seulement, c'est-à-dire qui essaie de manger tout ce qui lui arrive à manger, ce qui est à sa portée et tout. Par contre, le lien ne s'établit pas en ces temps-là dans le même sens que celui qui fait des efforts à manger est utile. Alors maintenant, il y a donc ce que je peux dire un semblant des liens qui va dans le sens qu'on mange, mais on ne mange pas après avoir étudié son tempérament. On ne sait pas que les nourritures qu'on mange ne digèrent pas parce que, par exemple, votre tube digestif ne permet pas à ce que vous puissiez digérer lorsque vous êtes d'un tempérament opposé à ce que vous avez choisi comme aliment. Sinon, peut-être que prenons le tempérament comme l'état qui va dans le sens de ce qu'on peut avoir comme l'humeur. Prenons l'humeur ici dans le sens littéraire. Si vous êtes de mauvaise humeur et que vous êtes de nature feu, c'est-à-dire bélier, donc vous pouvez avoir un tempérament qui, quelque peu, vous demande de ne pas vous alimenter. Donc, ça vous demande de vous abstenir de manger jusqu'à ce que se rétablisse l'équilibre mental, afin que l'aliment que vous allez manger cette fois-là puisse adhérer. Parce que non seulement ce que nous mangeons n'est pas étudié en fonction de nos humeurs, mais nous mangeons parfois aussi étant en colère. Nous mangeons aussi parfois étant pressés.
nous mangeons comme pour dire qu'on n'a pas mangé depuis le matin et qu'il faut vite manger parce qu'il faut aller peut-être à un deuil ou à quelque chose comme une réunion où on va terminer tard et que vous estimez qu'il ne serait pas nécessaire de manger tard. Donc l'homme a plusieurs liens avec les aliments. Le premier lien est physique, le second est subtil, donc est métaphysique. Les deux liens vont dans le sens que quand on mange physique, on peut manger donc des choses mortes. On mange que physique et le lien physique s'établit dans le sens à ce que vous ayez juste les calories, mais vous n'avez pas des matières nécessaires pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Mais le fait que nous ne nous sentons pas mal à l'aise après le repas n'empêche que nous continuons à faire ce genre afficher ce genre de comportement. Ce qui peut nous alerter, si c'est qu'après un repas, on a une colique. Et qu'à partir de là, on se pose la question, est-ce une intoxication alimentaire ou c'est quoi? Maintenant, ce lien n'est pas un double lien. C'est une partie de lien qu'on a qui est différent du double lien dans quel sens? Alors, si vous mangez des nourritures vivantes, c'est-à-dire des aliments qui ont une vie, elles-mêmes déjà à la base, ce qui veut dire que ces aliments ont une double dimension, dont il y aura deux liens. Il y aura un lien physique et un lien métaphysique. Un lien subtil et un lien, disons, tangible. Les liens tangibles, c'est qu'on sait ce qu'on mange. Le lien intangible, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on mange va produire comme effet vibratoire positif, bien sûr, parce que ça peut être un aliment qui assainit l'organisme. Voilà. Alors, pour ce quand vous parlez du système alimentaire, de quoi s'agit-il exactement? Alors, le système alimentaire, c'est comme un ensemble d'éléments qui constituent une alimentation. Ces éléments sont ce qu'on sait déjà en termes de macronutriments et en termes de micronutriments. Tout cela lié avec les autres aliments qui sont de nature céleste ou bien neutre, dont on a toujours eu l'occasion à dire ici. C'est tout cela qui fait un système alimentaire, c'est-à-dire l'air, l'eau et les nutriments qui sont des constituants venant de la nourriture, de ce que nous prenons comme nourriture. Alors cela forme un triangle équilatéral dont chaque élément doit prendre position comme aliment. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, on doit consommer l'air. On ne doit pas respirer de manière anodine, mais on doit consommer, c'est-à-dire manger l'air. On doit aussi consommer de l'eau. Donc ingurgiter de l'eau même à la limite, c'est-à-dire on ne gloutonne pas l'eau. On ne fait pas comme s'il y avait l'entonnoir dans la bouche où on laisse tomber l'eau dans le tube digestif directement. Mais on peut même aller jusqu'à ensaliver l'eau pour permettre à ce que les éléments actifs de l'eau, qui sont aussi des sels minéraux et tout, puissent s'implémenter dans notre corps à travers la paroisse buccale, allant directement dans le sang. C'est ce qui forme dans l'ensemble le système alimentaire. Voilà. D'accord. Pour ça, tout à l'heure, vous avez fait allusion au tempérament et notre alimentation en disant que vous pouviez avoir choisi le mauvais aliment par rapport à votre tempérament. Voilà. Alors, à ce niveau, comment est-ce qu'on pourra expliquer la connexion ou alors le lien qui existerait entre l'alimentation et le tempérament?
Alors là, la connexion entre les liens qui existeraient dans la connexion tempérament-alimentation se trouve sur le résultat qu'on peut obtenir à utiliser certaines choses qui sont directement liées à son tempérament. Là, je donne un exemple. Si nous prenons le gingembre, tout le monde le connaît, ou nous le prenons dans la sauce, c'est-à-dire on en met suffisamment, ou on prend ça en termes d'un genre de tisane ou d'une poudre qu'on va boire, parce qu'on est de nature feu, ce serait mieux adapté que de prendre ça lorsqu'on est de nature air. Le fait d'étudier cela permet de savoir si le gingembre marche avec toutes les personnes de la même manière. Parce que au cours d'une édition, nous avons dit ici qu'on peut alimenter les gens, les mêmes nourritures, les gens nés le même jour, mais malheureusement, leur évolution, leur comportement ne se traduit pas au même diapason. Alors ça peut être que si par exemple vous avez même les jumeaux qui sont nés le même jour, mais chacun est né à son heure, ou même ils sont nés à l'écart d'un quart d'heure ou bien c'est pas moi quoi, ou 30 minutes, mais il va s'avérer que sur le plan astrologique, que l'un soit d'ascendant peut-être bélier, l'autre soit d'ascendant taureau, qui ne soit pas de même ascendant. Donc, il n'y aura pas dans ces jumeaux-là du moins le même tempérament, la même nature de fonctionnement, malgré qu'ils soient nés le même jour. C'est pour cette raison que nous avons donné la promesse dernièrement qu'on va essayer d'aller de fond en comble dans cette recherche pour permettre à ce que nous essayons de la faire de manière propre. C'est-à-dire déblayer de cette recherche des disons, des informations ou bien l'enseignement de l'astrologie qui a existé et qui aujourd'hui certains de cette étude semblent être obsolètes. Il faut donc aller dans le sens à bien amener les gens à comprendre, parce que bon, j'entends les gens, ils sont à la télé, à la radio, ils critiquent l'horoscope et tout. Bon, mais il ne s'agit pas de parler de l'horoscope, mais de l'astrologie, qui est toute une autre science qui fait dans les arts divinatoires, mais c'est vrai, mais qui fait aussi dans les preuves que le monde n'est pas né aujourd'hui, que la science n'est pas une histoire des rêveries, que des choses qui se passent dans nos vies ont été étudiées et codifiées, au point où il est difficile de comprendre comment on peut donner la date de naissance à quelqu'un et qu'on décrypte à partir de sa date de naissance son chemin de vie, sa destinée, et que cela soit vrai. Alors là, on n'a pas besoin d'un patriarche, ne fût-ce qu'un bonbon qui n'est que limité dans ces histoires du village, qui viendra à la télé dire que vos histoires-là ne sont pas sérieuses. C'est que lui-même renonce même la tradition et l'originalité des connaissances scientifiques. Donc on suit souvent ce genre d'intervention où les gens disent des choses qu'ils n'ont pas minutieusement étudiées. Donc le problème de fond, c'est cela. Voilà. Pour ça, puisqu'on parle des tempéraments, déjà combien de tempéraments existent-ils? Alors, disons, selon les Occidentaux, il y a 4 tempéraments, mais selon les Orientaux, il y en a 5. Bon, alors les 4 tempéraments,
sont en relation avec les 4 éléments. Les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Bon, par contre, sur les orientaux, on y ajoute le bois. Bon, moi, je pense qu'ils ont des raisons d'ajouter cela, simplement parce que c'est aussi une tradition qui est de millénaires, c'est plus de 3000 ans. Et cette tradition, surtout lorsqu'on sait que la Chine a été une civilisation, on comprend bien qu'ils ont eu le temps d'étudier ce qu'ils font. Mais moi, à mon niveau, je peine quand même à bien mettre dans ces paliers le bois. C'est vrai, quand on fait une étude approfondie sur l'astrologie chinoise, on constate l'importance de ce 5e tempérament. Résultat, je ne me porte pas, je ne me mets pas dans la critique. Je me dis, quand on ne comprend pas encore quelque chose comme il vaut mieux se réserver. Voilà, donc là je t'ai donné les 4 tempéraments par rapport aux classiques, du moins aux donnes classiques qui sont de l'Occident. Quand on dit l'Occident, ce n'est pas l'Europe ni l'Amérique. Ils sont héritiers des choses, mais ils ne sont pas propriétaires des choses. Ils ne sont même pas partenaires. Ils n'ont ni Jésus ni Mahomet. Mais ils prient tous ces gens-là, comme ils le peuvent. Voilà. D'accord. Alors, vous aviez parlé également d'interconnexion entre le système alimentaire et les divers systèmes qui constituent notre organisme, parmi lesquels le système nerveux, hormonal ou glandulaire et le système humoral. Parlons-en. Alors, le système humoral, c'est un système qui est, je l'ai dit dernièrement, lorsque on plante les arbres ou bien les herbes comme l'arachide et tout, c'est une herbe, on a besoin de la récolte. Alors pour qu'on ait la récolte, l'arachide doit pousser. On plante toujours l'arachide à mi-saison sèche, dans la petite saison sèche. Je parlais de l'Afrique. Et les premières pluies de la mi-saison de pluie aussi arrivent et trouvent que les arachides ont été chauffés par le sol. Et là, directement, ça pousse. Alors maintenant, l'eau qui arrose les arachides ne reçoit pas d'arachides, ou les grains d'arachides ne reçoivent pas de cette eau du haut, mais du bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça forme une nappe, et cette nappe-là va nourrir l'arachide parce que ça a émecté le sol, et le sol retient cette eau à l'intérieur de l'arachide. Maintenant, si nous prenons ça autrement, les grands arbres qui sont dans nos forêts, certains d'entre nous sont partis d'un village qui a des arbres. Alors, il y a la racine pivotante dans l'arbre, c'est-à-dire si on peut déchoucher l'arbre, on va constater que l'arbre a quelque chose qui ressemble comme le coccyx chez l'homme, au niveau de la colonne vertébrale. Donc comme la queue chez certains animaux. Et cette queue-là, qui est la racine pivotante, va très loin dans le sol pour puiser de la nappe d'eau, c'est pas une nappe phréatique, c'est pas comment on appelle ça, de quoi manger. Hein? S'alimente à partir de cette queue-là, à partir de cette racine qui va s'enfoncer bien loin dans le sol. Plus l'arbre est gigantesque, plus sa racine pivotante va plus loin. Alors, maintenant, lorsqu'il prendra la nourriture, cette nourriture sera quoi? Sera l'eau. L'eau aura quoi? Aura les sels minéraux, aura des oligo-éléments. Ça va remonter, ça sera digéré au niveau de la tige, jusqu'à arriver au niveau des branches où
là, l'arbre aura, disons, complètement eu à s'alimenter et tout alimenter en lui. Alors, ça ressemble, c'est la même chose avec les humeurs. C'est-à-dire que les humeurs, c'est un ensemble de liquides biologiques, de liquides internes. Ces liquides sont tels que on peut y trouver l'un des éléments principaux, l'un des éléments principaux, si je veux dire. Bon, il y a la lymphe. La lymphe qui est dans la deuxième partie, je crois qu'on en parlera encore, est ce qui est le sang, non, l'humeur, je veux dire, l'humeur à l'intérieur de soi, en soi, ce qui est du sang et ce qui est de la lymphe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça a l'élément de base où se trouvent en quelque sorte les macrophages, hein, c'est-à-dire ce qui alimente le système défensif, ce qui alimente le système immunitaire, pour que le corps puisse bien se défendre. Donc, en fait, si la nappe d'eau qui alimente l'arbre est de mauvaise qualité, le feuillage de l'arbre va jaunir et puis une feuille une à une va se mettre à tomber. C'est la même chose si les humeurs sont mal fichues, c'est-à-dire la composition de l'humeur, en règle générale, le sang, le sérum, la lymphe, la bile, si tout cela est mal fichu, alors la vie de l'être humain va se détériorer petit à petit et il va rentrer dans les grandes maladies. Alors pour que ça soit bien fichu, il faut que l'humeur soit porteur d'un pourcentage de près de 70% d'eau. Donc l'équilibre sera donc possible. Et parce que là, maintenant, les cellules qui ont des noyaux acidiques ne pourront pas voir cette acidité s'élever, c'est-à-dire se retrouver à la hausse. L'acidité des cellules restera stable et là, le fonctionnement de l'organisme restera aussi équilibré. Voilà. D'accord, professeur. Nous allons continuer avec la lymphe dans la seconde partie de la chronique. On revient juste après. Différents systèmes, tempérament et alimentation. Nous nous sommes longuement appesantis sur le système alimentaire, mais avant d'y revenir, allons voir classiquement les autres systèmes. Commençons par le système nerveux. Quelque part, c'est un vaste réseau de nerfs, voire le système nerveux périphérique au-delà du système nerveux central qui permet la transmission des informations aux organes. Il est lié au système lymphatique, fait de vaisseaux lymphatiques et des capillaires lymphatiques sous un liquide, la lymphe. Ces liquides circulent dans les vaisseaux dits lymphatiques et agissent dans les organes qui abritent les lymphocytes et macrophages. C'est la lymphe, au travers des organes lymphoïdes, qui permet aux cellules du système immunitaire de faire leur travail de défense. À côté du système lymphatique se trouve le système hormonal ou glandulaire, voire endocrine. L'un des deux systèmes de régulation de l'organisme travaillant en association étroite avec le système nerveux. Le système endocrine agit par l'intermédiaire d'hormones, messagers chimiques déversés par les glandes endocrines directement dans le sang et globalement, tous ces systèmes se résument dans l'humorisme, la science qui étudie les humeurs où baigne le sang et la lymphe, jouant un rôle principal et que viennent après la bile et les sérums affectés à des rôles secondaires.
C'est dans le système humoral que se trouve la haute concentration du liquide biologique de l'organisme. Ces liquides constituent 70% du corps humain, regroupant d'une part un liquide intracellulaire et d'autre part un liquide extracellulaire. C'est l'harmonie hormonale ou des humeurs qui est facteur de cet équilibre dynamique qui permet que la circulation soit bonne et que les déchets puissent être facilement éliminés. Il se doit de son propre équilibre que grâce au système alimentaire sain relevant de l'alimentation spirituelle. Cependant, si le système humoral peut bien concerner tous les systèmes nerveux, lymphatiques et hormonaux, il va sans dire que les humeurs ont une relation avec notre tempérament. Il s'agit de constater que ces liquides biologiques qui se veulent globales dans leur circulation impactent notre moi et prennent pouvoir sur notre conscience, sur nos prises de décision, nos désirs, notre pouvoir de volonté, notre personnalité, notre état d'esprit, etc. Résultat, pour que nous puissions nous maîtriser ou maîtriser tous ces facteurs et gagner en spiritualité, seule l'alimentation spirituelle reste recommandée. Professeur, vous parlez de 70% d'eau, de constitution des liquides. Oui. Et 30 autres pourcents constitués de quoi? Oui, ça c'est de l'acide, parce que le noyau de la cellule est acidique. Donc ces 30 autres sont constitués de ces noyaux, forment le noyau, dont l'ensemble des cellules à la base de leur noyau, est acidique. Donc il ne faut pas que le noyau soit perturbé dans son équilibre pour que cela se retrouve que le taux d'acidité de la cellule soit élevé à plus de 30%, parce que déjà à 30% c'est le maximum. Voilà, c'est ce que nous entendons dire souvent, un problème d'équilibre acido-basique. Donc il faut que l'acidité et l'alcalinité restent dans leur état d'origine ou initial, afin que l'organisme n'ait pas de perturbations. Parce que la maladie, c'est cela où le problème se pose. Voilà. Lorsqu'on sait donc que les aliments artificiels augmentent le taux d'acidité, c'est-à-dire lorsqu'on mange les spaghettis, les pâtes alimentaires, lorsqu'on mange les œufs non fécondés, tous les aliments qui n'ont pas la vie. Et le trop plein aussi perturbe la digestion et fait en sorte que le séjour des aliments dans le tube digestif entraîne un surplus de lipides. C'est-à-dire que les protéines peuvent se transformer du fait d'être devenues des déchets. Bon, là, nous parlons des substances venant des aliments qui sont soit par excès de glucides, soit par excès de protéines ou de lipides. Ça peut se transformer en graisse. Et cela va alimenter le sang, parce que le foie ne va pas pouvoir retenir ces huiles-là. Le foie étant chargé d'emmagasiner tout ce qui est utile au corps et qui proviendrait de l'alimentation, essentiellement, parlant des nutriments, comme substances qui sortent des aliments, du genre produits vivriers, parce que nous restons logiques que le surcharge de l'organisme ou du sang ne peut pas être produit directement au niveau de l'air, sauf si l'air est pollué, et encore moins du côté de l'eau. Mais du côté des nutriments, c'est pourquoi nous avons qualifié des nutriments, c'est-à-dire ce qui vient des nourritures que nous consommons, des substances alimentaires consommées et dont nous mâchons, soit on mâche ça mal, soit même si on mâche ça bien, ça ne change rien. Alors donc à partir de là, on va surcharger notre organisme. Et cette façon de surcharger l'organisme peut aller jusqu'à surcharger notre cerveau
et perturber le fonctionnement de notre cœur. L'ensemble de ces perturbations est de nature à provoquer la maladie. Alors, professeur, vous aviez dit que pour arriver à maîtriser tous ces facteurs, c'est-à-dire l'équilibre entre l'acidité et l'alcalinité de notre système humoral, il faut surtout se baser sur l'alimentation spirituelle. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que dans l'alimentation spirituelle, on aurait encore le problème de manger en fonction de son tempérament? Ou alors, dans le cadre de l'alimentation spirituelle, tout ce que nous allons manger serait bien pour nous malgré le... Voilà, ce qui nécessite, parce qu'on a toujours dit la vie, par exemple, au début de cette autre édition, nous nous sommes misés sur ce que c'est que la vie. Alors, la vie demande à ce que nous nous posions toujours des questions. C'est très intéressant. C'est-à-dire, déjà poser la question, qu'est-ce que c'est que la vie? Où se trouve la vie? Comment la maîtriser ou comment... Qu'est-ce que je veux dire? Comment la comprendre? C'est-à-dire tous les mécanismes de ce que nous vivons et de ce que nous ne vivons pas, parce que nous vivons ça, mais sans savoir que nous vivons cela, nécessite à la base que nous nous mettons au travail. Alors maintenant, est-ce que la question, pour la répondre, je vais dire ceci. Le fait de parler des tempéraments et de relativiser la végétation, qui est l'essentiel de notre alimentation en ce qui concerne les nutriments, puisque nous avons dit que ce qui est de l'alimentation de la mer, la terre, qui est notre mamelle nourricière, serait essentiellement de la végétation. C'est vrai que même l'eau vient de la mer terre, parce que l'eau, on peut puiser de l'eau à bien des centaines de mètres dans le sol en faisant des forages. Donc la terre nous donne beaucoup, la terre nous berce, la terre nous attend aussi après que nous trépassons. Pour nous qui sommes appelés à mourir, notre carcasse doit se reposer quelque part dans la terre. Résultat, le problème de l'alimentation, c'est un problème minutieux, un problème sérieux. C'est pour cette raison que nous sommes à la 10e édition, nous n'arrivons même pas à expliquer toutes les choses comme il faut. La preuve, il y a toujours des questions. Et dans ces questions, il y a le fait d'éviter le balbutiement. Parce que il faut que nous soyons à la hauteur de ce dont nous avons besoin de dire. Ce n'est pas évident. Alors, donc, l'alimentation doit être étudiée minutieusement en commençant par étudier qui sommes-nous. Parce que qui sommes-nous prend deux aspects. Quand on dit d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous? Tu devrais commencer d'abord que, mais attends, nous sommes même les qui? Parce que nous ne savons pas quelle est notre identité spirituelle. Nous savons seulement que nous sommes beaux, parce que quand on s'habille, tout le monde dit, mais il est galant celui-là, il est élégant. Alors nous savons que nous sommes éloquents, parce que lorsqu'on parle, les gens nous écoutent et puis ils sont accrochés à nos lèvres. Nous savons que nous sommes riches, parce que nous avons tout le nécessaire pour le quotidien et même au-delà du quotidien, parce que nous avons des comptes en banque, et nous avons des réserves et tout. Et nous sommes attitrés par le fait d'être milliardaires, même quand on a les dettes à dépasser les milliards, qu'on dit que nous détenons. Donc c'est ce qui nous intéresse. Alors, mais nous-mêmes, c'est les qui? Voilà, la question là n'est pas posée. Et je pense que quand on pose cette question, on est comme un chauffeur
qui est dans un véhicule et qui sait d'abord déjà qu'il a son permis de conduire et que son permis de conduire correspond au véhicule sur lequel ou dans lequel il se trouve. Et qu'il sait comment fonctionnent ces véhicules. Il a la notice du moteur de ces véhicules. Il comprend comment c'est son ronflement et la suspension, les amortisseurs et tout. Le véhicule ne l'inquiète pas lorsqu'il est dedans et lorsqu'il démarre pour partir, il est sûr d'arriver. Mais nous sommes dans la vie, on ne sait même pas pourquoi on est là. Mais pourtant, la vie, elle véhicule notre existence. Et nous, on doit savoir que le véhicule qu'est la vie, la notice c'est ceci, ou la notice c'est cela. Alors, maintenant que nous ne savons même pas pourquoi nous sommes là, nous ne connaissons donc pas notre rôle de chauffeur, ou bien la vie nous amène où. Nous, on est comme des brindilles d'herbe déposées dans un cours d'eau, où s'il y a les vagues, ça nous amène là où ça nous amène, ou une pirogue sans piroguier. Allez, c'est comme ça que nous vivons. C'est pourquoi il faut parler du système alimentaire avec insistance et comprendre que le tout n'est pas de manger, même après qu'on ait compris comment manger, même s'il faille étudier les aliments par rapport à son tempérament, comme le feraient certaines personnes qui étudient l'alimentation par rapport au groupe sanguin, alors qu'ils ne comprennent rien du sang déjà, que tout du sang n'est pas encore étudié, mais on a déjà écrit les livres qu'il faut manger par rapport au groupe sanguin. C'est même comme je disais tout à l'heure, que je ne saurais venir à cette édition, du moins à cette émission, parler des tempéraments par rapport aux aliments, sans que je n'ai revisité tous mes cahiers de cours et que je sois convaincu que je ne suis pas en train de faire erreur, pour ne pas dire d'induire les gens en erreur. Donc c'est très sérieux, ces problèmes d'alimentation. Le but pour nous, dans un premier temps, c'est de susciter la curiosité de ceux qui nous suivent, ce qui va les amener par eux-mêmes de faire les recherches, parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie à vouloir vivre. Moi, je ne dis pas comme des moutons, parce que en fait, le mouton vit selon son instinct et mange si c'est un animal de brousse qui est dans la nature, et mange selon ce qui a été prescrit par les lois de la nature. Mais l'homme, non. Voilà. Alors, professeur, vous faites également une relation entre le système humoral ou alors le liquide biologique et ce que nous sommes, c'est-à-dire liquide biologique et tempérament. Je crois que quand vous parlez de ce que nous sommes, notre conscience et autres, ça voudrait renvoyer à notre tempérament. Expliquez-nous un peu ce rapport. Alors, si dans les traditions bantoues, on dit le jour qu'on mange la viande du lion, ce n'est pas le jour-là qu'on attrape la gale. Voilà. Aussi, ceux qui écoutent ça, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas le jour qu'on prend un médicament qui est censé nous donner un cancer, qu'on aura le cancer. Non. Ça peut arriver 10 ans, 20 ans après, qu'on a même oublié qu'on avait pris ces médicaments-là. Pourquoi? Parce que ça va affecter les cellules au niveau du noyau, d'où on parlait des situations mutagènes, des situations neurotoxiques et tout, où ça va toucher les chromosomes et les modifier. Alors, dans cette mutation qui va se produire, cela va aller doucement, petit à petit, au fur et à mesure que vous alimentez le corps avec ces acides qui viennent de l'alimentation artificielle, c'est-à-dire de l'agroalimentaire, qui viennent des médicaments,
qui vient aussi de manque de sommeil. Hein, vous ne dormez pas, vous êtes tout le temps dans les boîtes de nuit, et qui vient de plusieurs facteurs, même des facteurs psychologiques, où vous pensez tout le temps du mal aux autres, et votre cœur brûle de haine. Tout cela va entraîner un taux d'acidité élevé. Pourquoi? Parce que quand vous pensez du mal aux gens, quand vous avez des comportements de jalousie et tout, vous tombez dans la constipation. Et cette constipation va provoquer un pourrissement de votre tube digestif parce qu'au niveau du côlon, tout va se mettre en branle. Et là, le système lymphatique, dont parlons-en maintenant, qui touche les rats, la rate, les amygdales, l'appendice, sera en perturbation. Et quand c'est en perturbation, il y a comme si le liquide interne en question n'a plus d'effet sur les cellules. C'est-à-dire les humeurs n'auront plus les possibilités de contrôler les désordres qui arrivent parce que même l'hormonation du corps, c'est-à-dire le système glandulaire, sera en perturbation. L'hypothalamus qui est le réservoir de tout ce qui s'étime au niveau hormonal, ça a son implication sur le travail des autres glandes, va connaître aussi des perturbations. C'est comme si tu faisais la pression dans l'ensemble de tout ce qu'il y a comme hormonation. Donc on va constater que le taux d'insuline va augmenter jusqu'à atteindre le niveau du cerveau. Parce que de glycémie va augmenter jusqu'à atteindre le niveau du cerveau. Et maintenant, le niveau de nettoyage de glycémie ne sera plus possible. Et à partir de là, il y a un problème. Et ce problème, c'est nous qui devons le résoudre. C'est-à-dire nous les humains. Ce n'est pas... Quand je dis nous, ça veut dire qu'il n'y a pas un corps spécifique, que ce soit en médecine, que ce soit en métaphysique, que ce soit chez les guérisseurs ou quoi, qui doit s'occuper des gens. Chacun doit s'occuper de lui et les autres gens doivent nous apporter le secours là où nous sommes limités. C'est-à-dire que il ne faut pas que quand tu conduis une voiture, qu'il y ait un mécanicien qui te dit que le tableau de bord a signalé qu'il n'y a plus de carburant. Qu'il y ait un mécanicien ou un électricien qui te dit que, mais attends, quand tu vois tel voyant, c'est-à-dire, lui, il doit être dans la voiture avec toi. Hein? Toi, tu es un chauffeur, mais tu es dans un véhicule où tout du tableau de bord, c'est comme tu conduis l'avion où tu ne vois rien des maneaux, c'est pas quoi, du pilotage de l'appareil. Mais tu dis que tu es pilote. Alors, nous pilotons notre organisme au travers des autres. C'est-à-dire qu'il faut aller en prie pour vous, il faut aller pour qu'on vous soigne. Bon, depuis un bon bout de temps que nous parlons des excipients des médicaments, il y a un site internet, je ne le cite plus, qui expliquait la composition des médicaments avec code à l'appui. Depuis ce mois, on a effacé les codes. Je suis allé là l'autre jour, discuter avec des gens, il n'y avait plus de codes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour finir, on va fermer ces sites. Et là, on ne saura pas qu'est-ce qu'on nous fait boire. Surtout nous, Africains. Parce que ce qui est lamentable pour les Africains, c'est que le monde entier, chacun soigne ses enfants. Chaque pays ailleurs soigne ses citoyens. C'est-à-dire les industriels sont dans ces pays-là. Qu'ils détruisent les gens de leur pays, au moins, ils sont conscients de ce qu'ils font. Et là, les médicaments ne peuvent pas changer d'étiquette parce qu'il y a un contrôle. Mais en Afrique, c'est les rejets et rubis. C'est les dépotoirs. C'est des médicaments que, parfois, si c'est en fin de série, on change carrément d'étiquette et on y met encore une nouvelle date de péremption
quelque part, parce que le produit ne doit pas être jeté. On en a vu les cas pour des gilets qui étaient des gilets cancérogènes, qui partaient des États-Unis et qui ont fait des enfants américains, qui ont fait gaffe sur des enfants américains. Et quand on avait fermé l'usine, ces gilets étaient vendus en France. Simplement. Avant que le stock ne soit fini, ce n'était pas jeté. Ça a été acheté. Donc, il faut que les gens comprennent que personne ne peut payer la scolarité de ton enfant et vouloir que ton enfant vienne dépasser son enfant. Personne ne peut te soigner par des produits que tu ne connais pas comment c'est composé. Tout cela tue notre organisme de façon à ce que nous ne sommes pas, nous sommes nécessairement portés à expliquer ça. Pourquoi? Parce que parler de l'alimentation, la médication fait partie de l'alimentation. C'est pourquoi lors de la dernière édition, on a essayé d'établir le fait de remédier le dysfonctionnement de l'organisme par les remèdes et d'anesthésier les douleurs, de calmer les douleurs, de soulager les douleurs par les médicaments. Donc là, il y a une différence. Alors, ce qui remédie ne détruit pas les cellules, mais ce qui anesthésie alimente l'acidité aux cellules et ne répare pas le dysfonctionnement provoqué. C'est pour cette raison qu'on déclare certaines maladies incurables. Voilà. Alors, professeur, dans les lectures, quand on parle des tempéraments, comme vous aviez expliqué tout à l'heure, on fait allusion au liquide, on parle du sanguin, on parle du bilieux, on parle... Mais moi, j'aimerais savoir, parce que bêtement, j'ai envie de dire, mais quand on dit que quelqu'un il a un tempérament sanguin, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un peu trop de sang, alors qu'on sait très bien que nous avons tous la même quantité de sang? Qu'est-ce qui peut bien caractériser, alors vouloir, comment on peut expliquer le fait que toi tu sois sanguin? Pourquoi toi seulement sanguin? Est-ce à dire que tu n'as pas les autres éléments? Ou alors, qu'est-ce qui se passe en... Non, c'est l'influence de ce qu'on peut dire l'élément de base du sanguin, c'est l'air. Donc, on peut dire que c'est une influence vibratoire qui est en rapport avec l'air. Bon, mais ici, la nature de l'air, c'est fluide. Le sang aussi est fluide. La nature de l'air, c'est quelque chose de purificateur. Donc, il faut que la personne qui est de nature sanguine, de nature sanguine parlant d'éléments, puisse avoir un comportement qui va dans le sens à ce qu'il n'ait pas à encombrer ses artères, donc que son tube digestif soit propre, qu'il ne mange pas des choses qui vont faire à ce que la circulation du sang soit pénible. Parce que celui qui est de nature sanguine, sa circulation du sang doit être sous contrôle. Par rapport à celui qui est de nature biliaire, sa circulation, du moins son fonctionnement hépatique, doit être sous contrôle. Parce que la bile biliaire, la bile doit être sous contrôle. Donc, c'est un problème de voir comment fonctionne l'individu. Ça se comprend parce que lorsque on va aborder ce problème dans le fond, parce que là maintenant on essaie d'épiloguer seulement sur ça comme ça, on va comprendre que les maladies développées par des gens qui sont influencés par l'eau sont des maladies qui correspondent à l'air tube digestif, au fonctionnement de l'air tube digestif et aux aliments qu'ils prennent. Et là, peut-être ça va répondre à ta question que tu venais de poser tout à l'heure, s'il fallait éviter certains aliments parce qu'on est de tels tempéraments et en manger que d'autres ou certains autres aliments parce qu'on est du tempérament correspondant. Là, on va bien répondre à cette question parce que j'ai tout dit au cours de cette émission que moi, je n'abordais pas, du moins, je ne donne pas des réponses directes sur certains sujets lorsque je sais qu'il faille bien les
élaborer, bien les étudier. Parce que ce n'est pas question de parler pour avoir envie de parler ou de dire des choses. Nous ne sommes pas en opinion. Nous sommes sur des faits et les faits sont têtus. Il faut donc aller dans le vrai sens des choses pour pouvoir être conséquent par rapport à ses propres déclarations. Pour ça, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le jour où on mange la viande du lion qu'on a la gale. Voilà. Comme pour dire que notre liquide biologique peut être affecté, mais c'est avec le temps qu'on peut constater par rapport sûrement aux maladies qu'on aura, que le système aura là un problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas des signes avant-coureurs? Il y a des signes. Par exemple, quand une personne a une fièvre, c'est le signe qui explique que son tube digestif est encombré. C'est tout. La fièvre en question peut tomber à tout moment lorsque on a essayé de déblayer le tube digestif, surtout le côlon, lorsque on le libère un tout petit peu. Chez les enfants, il peut développer une rougeole pour des fièvres mal suivies et pour une alimentation inadéquate, parfois provenant des produits laitiers. Parce qu'un enfant qui est atteint déjà 4 ans, ou bien 3 ans, qui continue à prendre de biberon, ce n'est pas une mauvaise chose pour le parent, parce que ça permet à ce que il se calme un peu, il dérange de moins en moins. Mais c'est quelque chose qu'il faut suivre maintenant, sa digestion, voir si ce lait digère. Parce que des molécules de ces laits, d'abord sont antipathiques, parce que souvent c'est le lait des veaux, c'est-à-dire l'enfant de la vache, qu'on donne à l'enfant de l'homme. 25 kg chez le veau, 3 kg ou 2 kg et demi chez l'enfant de l'homme à la naissance. Alors, ça ne peut pas être la même chose. Et en dehors de ça, c'est un produit industrialisé. Ce n'est même pas un produit que on met le lait, on met la bouche directement sur la vache et on obtient le lait dans son tube digestif, d'une part. Et d'autre part, le travail qu'on fait pour obtenir ces laits est un travail inhumain pour les vaches qui produisent ces laits. Parce qu'il faut que ça prenne, c'est pas la grossesse et tout. Il y a tout un mécanisme et tout. Et puis maintenant, du moins, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là. Bon, on va en parler, parlant de l'alimentation, des choses qu'il faut et qu'il ne faut pas. Là, nous n'y sommes pas encore. Donc, le problème se pose donc sur ce mécanisme qu'il faut observer pour que le liquide interne ne soit pas, ne se détériore pas. C'est-à-dire, je donne un exemple. Si on a planté un arbre, on veut que l'arbre la vive. Bien. Alors maintenant, on vient tout le temps arroser cet arbre. Du moins, l'arbre a grandi, le feuillage, c'est bien et tout. Mais sauf que on vient arroser les acides. On mélange les liquides de l'eau avec des acides et on vient arroser. Ça descend et ça va rencontrer la nappe. Et cet acide, là, vont tuer l'arbre. C'est ce qui se passe avec l'homme. C'est-à-dire que on ne tient pas compte de nos humeurs, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les soins de santé. On ne tient pas compte de nos humeurs. On ne tient pas compte même de nos humeurs, que ce soit dans les entretiens spiritualo, scanalistes. C'est-à-dire que vous avez un problème qui vous embête, vous avez perdu quelqu'un, bon, vous trouvez un psychiatre ou bien un psychanalyste. Alors, il faut qu'il fasse des efforts pour remonter votre psychologie, c'est tout. Mais que de te laisser se morfondre dans la médication. Non, parce qu'il n'y a pas de médicament possible lorsque quelqu'un a un problème
de mélancolie, mais il y en a en psychiatrie. Il n'y a pas de médicament possible lorsque quelqu'un est dans une situation d'anxiété qui correspond à son environnement, hein, au manquement qu'il constate pour son équilibre psychologique. Il n'y a pas de médicament en ça. Lorsque on donne des médicaments aux gens qui ont ces problèmes, c'est qu'on ne veut pas les écouter. Si un enfant, du jour au lendemain, se met à vouloir taper sur ses parents, et qu'on le prenne comme un malade mental, alors que l'éducation de base de l'enfant était telle qu'un jour à l'autre, il doit taper sur ses parents. Alors, où est le problème de la médecine des dents? Hein? Il fallait qu'on prenne des mesures. Pour éduquer un enfant, c'est les 7 premières années qu'il faut taper sur l'enfant. Même quand il n'a rien fait, c'est comme une formation militaire. Hein? De temps en temps, on le taloche un peu, il pleure, et puis on le prend. Comme ça, il sera gardé. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec l'homme blanc? Il formait son enfant à être militaire. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme noir? Il formait son enfant à prier Dieu. Bon, alors, qui des deux enfants est capable de se comporter face aux situations de la jungle dans laquelle nous vivons? Mais c'est l'enfant du blanc. Et là, il a dans sa tête qu'il est de la race supérieure. L'enfant du noir, c'est qu'on lui dit va à l'école, tu ne seras rien. Sans le col du blanc, nous ne sommes rien. Bon, tout cela ajoute quelque chose sur l'enfant de l'autre qui est de la race supérieure, même sans aller à l'école. Hein? Il est vu de haut par ton enfant qui a tous les diplômes. Alors, résultat, il y a un problème. Parlons-en, soyons sérieux à en parler. Donc, nous devons alimenter notre corps au niveau de l'esprit par des paroles aussi. Parce que les paroles font aussi partie de l'alimentation. Voilà. Et quand vous parlez des paroles, professeur, il s'agit de quelles paroles? Des paroles valorisantes ou bien... Oui, mais bien sûr. Mais si on dit à quelqu'un qu'il est beau même quand il est laid, il cesse de se morfondre. Quand on dit à quelqu'un tu es sage, hein, tu es intelligent, tu dis à ton enfant tu es sage, tu es intelligent, il commence à réussir aux examens. Mais si tu lui dis toi tu vas mourir vraiment bête, hein, 1 plus 1 te dépasse, au lieu de dire 2, tu dis 1. Et lui, il ne trouve pas la logique de dire 2. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi. Hein? Qu'il a mélangé 2 choses, il voit comment c'est devenu une chose. Et tu le tapes parce que lui, il raisonne. Toi, tu ne raisonnes pas. Tu veux qu'il reste à l'automate comme toi. Alors, mais il y a un problème avec le noir. Il y a un problème. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient juste après. Bonjour, je suis William Rosten et je suis directeur de recherche à l'INSERM, depuis quelque temps émérite. J'ai été président de la commission scientifique en endocrinologie de l'INSERM et puis ensuite aussi président en neurosciences. C'est normal parce qu'il y a toujours des relations entre le système nerveux et le système endocrinien et a été développée depuis très longtemps une science qui est très très forte d'ailleurs en France et qui s'appelle la neuroendocrinologie, c'est-à-dire les liens entre le système nerveux et nos hormones. Alors c'est important dans le cas du diabète, puisque nous savons que le diabète, indépendamment de l'effet primaire qui est soit une non-production de l'hormone qui est l'insuline et qui va produire, qui va permettre une diminution des taux de sucre, donc du glucose, c'est également par le pancréas, donc un organe périphérique. Il y a aussi d'autres aspects qui sont des études sur la résistance à l'insuline, qui, comme vous le savez, est une des causes de certains échecs qui peuvent exister dans le traitement du diabète. Alors, c'est important aussi parce qu'il y a plusieurs années,
Moi, j'avais travaillé par exemple sur ces hormones que l'on peut retrouver dans le cerveau, et en particulier l'insuline. Et on trouve des récepteurs à l'insuline, comme des récepteurs à l'insuline grosse factor qu'on appelle l'IGF, qui est un peu dérivé. Et on s'est souvent posé la question, mais pourquoi y a-t-il en fait des récepteurs à l'insuline dans le cerveau? Eh bien tout simplement parce que nos cellules nerveuses, en particulier les cellules nobles du cerveau que l'on appelle les neurones, utilisent comme seule source d'énergie le glucose, le sucre. Et donc il faut qu'il y ait, comme au niveau de notre organe, un équilibre qui doit exister entre besoin de glucose, de sucre pour stimuler nos cellules nerveuses, et à un moment qu'il n'y en ait pas trop pour que ces cellules ne meurent pas. En effet, ça c'est un vieux concept qui existe depuis le 19e siècle et qui a été décrit par Claude Bernard, alors un grand physiologiste français qui était professeur au Collège de France et qui, comme vous le savez sans doute, a travaillé sur plein d'aspects, mais également a fait une grande découverte qui est celle du glycogène. C'est-à-dire que dans notre cellule, on a une molécule, une substance qui s'appelle le glycogène, qui ensuite va pouvoir se transformer en sucre, en glucose. Et il avait fait ça au niveau du foie, une grande expérience très connue qu'on appelle celle du foie lavé, et qui a été le premier à montrer que le foie pouvait fabriquer du sucre. Alors à l'époque, c'était assez amusant comme on mesurait le sucre, on ne savait pas comment. Alors, eh bien, on mettait de l'urine dans un verre et on attendait que les mouches arrivent dessus. Parce que les mouches, elles étaient attirées par le sucre. Plus il y avait de mouches, plus il y avait de sucre. Et les gens qui n'avaient pas de sucre dans les urines, eh bien, il n'y avait pas de mouches. Donc c'était assez amusant, même comme dosage, mais ça marche bien. Hein. Vous voyez qu'on pouvait faire au moins des bonnes choses à l'époque. Et puis et Claude Bernard a mis en place un concept qui n'est pas seulement celui sur la régulation du sucre, parce que maintenant il est vrai pour d'autres types de régulation, et qui s'appelle la fixité du milieu intérieur. Alors pour être plus simple, s'il y a quelque chose qui stimule, par exemple augmente le glucose, il avait pensé qu'il y avait des substances dans notre corps qui allaient diminuer les taux de glucose. Et quand il n'y en a pas assez, il y a d'autres substances qui permettent de rétablir les taux de glucose. C'est vrai aussi pour d'autres systèmes, le stress par exemple, ou si on est trop stressé, on a des molécules qui vont nous permettre de diminuer notre stress, heureusement, sinon la vie serait insupportable. Et inversement, quand on n'est pas suffisamment stressé, puisqu'il y a aussi le bon stress, il faut que l'on arrive à réaugmenter ces taux-là. Et puis il y a un autre exemple qui est assez connu, qui est pour la pression artérielle. Vous savez que la pression artérielle varie au cours de la journée, par exemple, et donc il y a aussi des systèmes d'équilibre très complexes qui existent. Alors si on revient sur la régulation du glucose, vous savez qu'il y a tout de même deux grands types de molécules qui permettent de réguler le taux de sucre dans notre organisme. Il y a naturellement l'insuline, qui va diminuer les taux de glucose, et d'un autre côté, une autre hormone qu'on appelle le glucagon, qui elle va l'augmenter. Depuis, on a vu que c'était un peu plus complexe, il y a d'autres molécules qui interviennent et qui sont particulièrement liées au statut nutritionnel que l'on peut avoir. Et d'ailleurs, tout au début, avant même que l'on sache soigner cette pathologie, on savait. Alors, professeur, un commentaire sur la vidéo que nous venons de voir. Alors, le commentaire, c'est qu'il a donné un exemple du diabète. Le diabète, je l'ai tout dit, c'est une maladie de civilisation. Les Européens parlaient de la maladie qui fait partie des maladies cardiovasculaires qui sont dues à une alimentation inappropriée. Cette alimentation va donc perturber le fonctionnement de l'organisme, soit en termes de poids, le poids peut aller jusqu'à un niveau où le pancréas ne peut plus
être à même de produire suffisamment d'insuline pour pouvoir nettoyer le sucre, donc la glycémie, pour pouvoir l'amener à un niveau bas. Bon, maintenant, il y a, ça c'est donc compliqué de dire à quelqu'un de cesser de manger ces choses qu'il a l'habitude de manger parce qu'il a le diabète. Et encore qu'on ne met pas l'accent sur l'alimentation et ni l'accent sur le pancréas, parce qu'il a expliqué là tout à l'heure que le foie fabrique le sucre. Alors par le biais du glucagon, qui est une hormone qui vient du pancréas et qui remonte au niveau du foie. Et c'est par là que il peut avoir ces glucoses qui seront produits par le foie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on est face à une situation où celui qui doit vous conseiller, lui-même, il n'est pas formé pour vous donner un conseil adéquat? Donc, je mets des vidéos comme ça pour que les gens comprennent que il y a 2 poids, 2 mesures. C'est vrai que les médecins qui sont un peu en antipode avec l'OMS et le système médical, c'est-à-dire l'enseignement officiel de la médecine, qui essaie d'apporter des critiques sur ce système, qui sont dans la dissidence. La majorité, c'est des médecins qui sont en retraite. C'est jamais ceux qui sont en fonction, c'est très peu des médecins qui sont en fonction qui se sont mis dans cette histoire de décrier le système. Alors maintenant, le problème c'est quoi? C'est que avec les réseaux sociaux, nous pensons que nous nous acheminons vers un nouveau monde. Parce qu'il n'y a pas seulement un problème qui concerne les Africains en matière de la destruction de la cellule humaine, laquelle cellule n'est pas longuement étudiée lorsqu'il faut soigner. Parce que ce que c'est le biologiste de la cellule, ce n'est pas forcément ce que c'est le médecin. Et on a l'impression que la vie de la cellule n'est pas prise en compte lorsqu'il faut soigner quelqu'un. C'est pour cette raison que dans le cadre de l'alimentation, nous disons ne mangeons pas des choses qui détruisent la cellule. Parce que nous devons manger des choses comme la vie, pour que la vie de la cellule, et la cellule en profite. C'est-à-dire que seuls les corps de même nature se mettent ensemble. Voilà. D'accord, professeur, nous allons passer la parole aux téléspectateurs, bien sûr, en répondant aux différents messages qu'ils nous ont envoyés. C'est le SOS téléspectateur. Alors, bonsoir, professeur. Excusez-moi de ne pas aborder le sujet, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'insuffisance rénale, parce que beaucoup disent que c'est une maladie mystique. Quel serait votre point de vue? Alors, l'insuffisance rénale peut être mystique comme ça ne peut ne pas être mystique. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été à l'école, ils ont fait anatomie et tout. Et si quelqu'un est sorcier, il peut bloquer vos reins. Les reins ne vont pas bien fonctionner. Et puis, médicalement parlant, on va voir que vous avez un problème d'insuffisance rénale. Ça, c'est vrai. Mais la majorité des situations qui proviennent de l'insuffisance, qui provoquent l'insuffisance rénale, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons. C'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons. Alors, mais le corps médical officiel essaie d'incriminer les produits traditionnels. Donc, je pense que même le dolé provoque l'insuffisance rénale, les keling-keling, les feuilles de manioc et tout. Parce que on a tendance à faire croire aux gens que parce que les gens boivent les plantes médicinales, c'est pour ça qu'ils ont l'insuffisance rénale. Par contre, lorsque on prend la codification portée sur des sucreries, les E, en commençant par E102, E102, et 110. C'est écrit noir sur blanc que ça provoque une perturbation au niveau des reins. Que les essais ont été faits au niveau avec les cobayes et les rats.
Et cela a été prouvé. Alors, maintenant, il y a plusieurs bouteilles qui sont vendues par jour. Ça, des millions de bouteilles qui sont vendues par jour. Et une seule personne peut en prendre 2, 3 bouteilles. Si c'est donc vrai, parce que moi, je ne relate que les faits, moi, je n'ai pas de laboratoire pour dire des choses comme si je les ai testées personnellement. Mais quand on va dans Google, on tape le E102, on voit que c'est un colorant azoïque, provenant de la base du pétrole. Et que, parce qu'il est bon marché, il coûte moins cher et tout, il est bon pour la boisson, et même pour les médicaments, même pour ci ou pour ça. Alors, on comprend qu'il y a un problème, sauf si ce genre d'informations qui proviennent de certains sites qui peut-être sont des sites des dissidents, ou alors c'est des sites de quoi, il y a un problème. Et ce problème, ça se réalise que ces boissons entraînent parfois des éruptions cutanées, des rhinites, dont des attaques au niveau respiratoire, et tout cela. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le jour qu'on mange la viande du lion qu'on a la gale. Si certaines filles ont réalisé qu'en prenant les sucreries à la veille des règles, les douleurs de ces règles deviennent insupportables. En abandonnant les sucreries, elles vivent des douleurs des règles même de moins en moins. Alors, ça n'est pas le cas avec toutes les filles. Il y en a d'autres qui boivent même 5 bouteilles par jour, bien qu'ayant les règles, sans que ce phénomène-là ne se produise. Le résultat, on ne saurait donc circonscrire le problème sur quelque chose qui ne présente pas un danger pour tout le monde. Oubliant donc que chaque organisme gère les choses de la même façon. Il ne gère pas les choses de la même façon. Parce qu'il y a des gens qui ont bu des anti-inflammatoires et qui n'ont pas pu faire des enfants. Et en lisant les notices de ces anti-inflammatoires, c'est bien écrit dedans que lorsque tu as des règles douloureuses, il faut en prendre. Mais sauf que ce n'est pas conseillé pour des femmes qui veulent avoir des bébés. Bon, c'est la notice qui le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique la notice, c'est le fabricant des produits qui dit que son produit c'est comme ça. Alors maintenant, si tu as un ami avec qui vous avez les mêmes problèmes des règles douloureuses, et que toi tu en bois, elle aussi, elle fait les bébés, toi tu n'en fais pas, mais tu ne diras pas que c'est le produit. Pourtant la notice est claire. Donc là, en termes de pourcentage, tu es tombé dans le pourcentage de gens qui ne doivent pas procréer à cause du produit. C'est ça le problème. D'accord. Alors, bonsoir, le panel, très belle émission. Comment faire pour très bien soigner la fièvre, car j'en souffre constamment, malgré les tours que j'ai faits à l'hôpital. C'est Franck qui nous écrit depuis Yaoundé. Vous pouvez sortir de la fièvre sans toutefois continuer à en souffrir quand vous aurez compris le mécanisme de votre tube digestif. C'est tout. Bon, ou à défaut, moi je ne fais pas de consultation à l'émission non plus, et je ne pense pas qu'on peut aussi prescrire comment je peux appeler ça, un conseil généralisé à tout le monde. Non, ce que je sais, c'est que ce qui est de primordial lorsque on développe beaucoup cette pathologie, la fièvre, la grippe, la typhoïde et tout, il faut qu'on essaie de tout faire pour qu'on n'ait plus de son gros intestin incomplet. C'est tout. Ça, vraiment, c'est primordial. Avant d'accuser les mouches, les moustiques, et avant de chercher la moustiquaire, il faut d'abord que ton tube digestif soit propre et voir si ça va continuer comme ça. Maintenant, si la personne pense que ne comprend pas ce qu'on explique, elle peut appeler en antenne. À ce numéro, on va bien comprendre son problème et voir si on peut lui donner des conseils. Alors Fabrice, depuis Yaoundé, depuis que j'ai changé mon mode d'alimentation, j'ai franchement perdu du poids. Mes proches se moquent de moi. Est-ce un problème? Non,
Parce que tu ne sais pas si le poids que tu avais était bon. L'adéquation poids-taille-âge est très essentielle. C'est une chance qu'on change l'alimentation, on perd le poids. Il y en a d'autres qui changent l'alimentation, son poids ne part pas. Mais ce n'est pas que non pour avoir essayé. Donc, moi, je pense que si du fait d'avoir changé l'alimentation pour que son poids n'est plus le même et que sa santé aussi s'est améliorée, où est le problème? Son problème n'est pas le paraître. Tout à fait. Il ne devrait pas être le paraître. Le problème de tout un chacun, c'est d'être ce qu'on doit être et pour du vrai. Donc, essentiellement, ce qui t'apporte un équilibre, surtout en matière de bien-être. Voilà. Alors, pour ça, puisqu'on parle de poids, j'aimerais ouvrir une petite brèche. Quel serait le rapport entre les liquides biologiques et peut-être la perte de poids ou alors la prise de poids? Alors, si le liquide biologique n'est pas de bonne qualité, vous allez développer des graisses. La graisse est synonyme de ce qui prépare l'organisme à l'acidité. Donc, vous allez développer les graisses. Maintenant, ces graisses-là vont soit perturber le fonctionnement de l'adrénaline, vous pourrez perdre le poids, soit vous pourrez avoir plus de poids. On peut manger beaucoup, on ne prend pas le poids. On peut manger moins, on prend le poids. Donc, parce que à mon petit niveau de compréhension de la chose, c'est le dysfonctionnement des glandes surrénales. Donc, ces dysfonctionnements mineurs juste parce qu'il y a un dysfonctionnement niveau par niveau, peut donc entraîner le fait que vous ne trouvez pas l'équilibre dans l'adéquation poids, âge, taille. Voilà. Professeur, est-ce qu'il serait normal de peut-être, après avoir calculé son indice de masse corporelle, se rendre compte qu'on est peut-être largement au-dessus? Mais malgré tout ce qu'on essaye de faire, on n'arrive pas à retrouver le poids normal qu'on devrait avoir. Non, ce n'est pas normal, mais c'est qu'il ne faut pas être pressé. Si tu engages un processus qui va contre l'hérédité, parce qu'il y a des gens qui ont le poids dès la naissance, ou à la naissance, ils n'avaient pas le poids, mais dès qu'il a commencé à atteindre les 3 mois, les 4 mois, le poids est venu. Alors, ça veut dire que peut-être pendant la grossesse, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont empêché que le poids de la maman ne soit pas directement traduit sur le fœtus et de sur quoi l'enfant naît en naissant naît avec un poids assez élevé. Il va naître peut-être avec 2,5 kg, 3 kg. Contrairement à ce qu'on voit 4 mois après où il se retrouve à 15 kg, ou 3 mois après il a 12 kg. Bon, donc, et là il grandit, il commence à perdre seulement le poids lorsqu'il a atteint les 18 ans, les 20 ans, pour reprendre le poids à plus de 30 ans encore. Allez, le poids vient. Et là, le poids qui vient est facteur de l'hérédité en même temps et dans le même temps concerne le mode de vie qu'il y a eu entre l'adolescence et son entrée en âge adulte. Et là, il faut tout simplement changer de comportement alimentaire. Manger une fois par jour, prendre le fruit le matin et éviter de manger tard le soir. Simplement, et boire beaucoup d'eau. Et faire des exercices respiratoires de manière répétitive. Ça va payer avec le temps. Ce n'est pas une histoire d'un mois. Non, ça peut faire 3 mois, 4 mois, ça peut faire 1 an, 12 mois qu'on est dans cette pratique et ça peut même faire 3 ans. Alors lorsque on a atteint le niveau du poids qu'il faut après une longue période comme ça, le poids ne revient plus. Par contre, les personnes qui sont dans cette situation, qui veulent perdre le poids au lendemain d'une thérapie ou bien, je sais pas moi, d'une recette reçue dans une télé où on a inventé une recette anti-obésité et tout, allez, il court vite, il achète, il prend et puis, alors d'abord, la première vague, c'est le caca.
qui était dans son tube digestif. Allez, paf, 12 kilos tombent. Oh, il dit, oh! Il croit qu'il a perdu le poids, alors qu'il a vidé la grosse poubelle qu'il avait, donc le sac, hein, des caca qui étaient... Il avait les caca pour près de 25 kilos, il a vidé déjà 12. Bon, il se contente du fait que non, le produit est efficace. C'est pourquoi certains produits sont morts après un temps. Mais heureusement que les gars qui vantaient ces produits en sont devenus riches, hein, énormément. Ils ont construit des immeubles, des hôtels et tout, au prix de quelque chose qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Et les gens ils ont donné cet argent à ces gens-là, et ils sont retournés dans le surpoids maintenant. Alors, on a un message qui n'est malheureusement pas signé. Est-ce que le système humoral pourrait être à la base du manque de sperme? Ben oui, ça peut être à la base de tout, mais parce que c'est de connivence avec le système glandulaire. Hein? Voilà, donc il faut que l'équilibre soit de tous les côtés. Voilà. D'accord. Bon, on a une autre question qui n'est peut-être pas qu'est-ce qui cause le mal de bas-ventre? Qui demande ça à une femme ou bien non? C'est pas signé, malheureusement. Bon. C'est pas signé. Alors, il y a, on a plusieurs messages dans lesquels on voudrait savoir ce que c'est que l'alimentation spirituelle. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. Il n'a qu'à aller sur YouTube. Il va voir toutes les séries d'émissions qu'on a déjà envoyées là-bas, postées sur YouTube. Il va voir. Nous sommes à la 10e édition. Il verra une des éditions qui parlait de l'alimentation spirituelle uniquement. Alors, bonsoir, je m'appelle Kamdem. Je vous suis depuis 2017 du courage pour l'éveil de conscience, je crois, que vous faites. C'était une contribution, voilà, mais pas un encouragement. Un encouragement, mais pas. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Professeur, puisqu'on parle du système humoral, et tout à l'heure on parlait du poids, est-ce que le fait de manger, en fait, de baser son alimentation sur une alimentation spirituelle, pourrait à un moment venir combattre le problème d'hérédité qu'on a par rapport au poids? Oui. Les enfants naissent dans les familles et il y en a qui, parce qu'ils ne mangent pas comme ses parents, ils ne perdent pas les dents. Ils n'ont pas les problèmes des lunettes. Dès le bas âge, comme ses frères et ses sœurs. Hein? Ils n'ont pas les dents noires. Parce que les petits-enfants, souvent, c'est comme si les dents étaient sciées et noircies. Jusqu'à ce que les dents de lait tombent avant d'avoir maintenant les dents qui sont bien. Alors, donc, ces enfants-là n'ont pas les mêmes problèmes. Et c'est des enfants, moi j'ai vécu des situations où tu es comme médecin de famille, tu soignes tout le monde, mais il y a un enfant dedans, tu ne le soignes pas. Parce que d'abord, lui, il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poisson. Tout le temps, il y a querelle avec l'enfant, là, quand il met la viande dans la bouche, il vomit. Alors finalement, moi par hasard, je passe par là parce que un des parents m'a demandé, écoute, il faut que tu t'occupes de nous, machin et tout. Et je lui ai dit, bon, laissez l'enfant là comme ça, donnez-lui ce qu'il veut manger. Et on voit qu'il veut manger des produits vivriers qui sortaient de la végétation. Il n'est même pas apporté sur les œufs, et sur les pâtes alimentaires, sur les boîtes de conserve. Non, il n'en a pas besoin. Alors cet enfant reste svelte pendant que tout le monde est énorme. Et là, c'est un problème qui ne va pas dans le sens à dire qu'il n'est pas subi le code génétique des autres. Non, le père et la mère pensent que c'est leur enfant, tout au moins la mère. Et la mère aussi est obèse. Bon, le père est obèse, tous les autres sont obèses, sauf lui. Donc, si on peut modifier son alimentation dès le bas âge, qu'on le comprend vite, c'est-à-dire à partir de 20 ans, à partir de 21 ans et tout, on le comprend vite. Avant 40 ans, on ne ressemble plus celui-là qui est de cette famille-là. Mais si on le comprend tard,
avant 50 ans, bon, ça sera une action salutaire parce qu'en fait, il faut essayer d'éviter le poids lorsqu'on a atteint le 3e âge. Ça devient très, très difficile avec le poids. Oui, tout Voilà. à fait, tout à fait. Alors, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Nous allons passer à la 11e édition du même thème, la mystique de l'alimentation et la spiritualité. C'est tout ce qu'on peut promettre. Voilà. Nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et une très bonne journée qui a d'ailleurs déjà commencé. On se donne rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure. Bonsoir.